suis là depuis mardi 6h du matin. Je dors sous une tente, voilà. Ouais, je passais la nuit aussi. Prêt à passer la nuit ici. Bah, pas le choix. Nous sommes le 19 septembre 2014 et les gens que vous voyez là attendent la sortie de l'iPhone 6 d'Apple. Si certains trouvent ridicule de dormir dehors pour acheter un téléphone, ces files d'attente interminables, présentes partout dans le monde, confirment une chose. Apple est une marque extrêmement appréciée. Et ça se ressent dans les chiffres. En seulement 24 heures, plus de 4 millions d'exemplaires du nouvel iPhone s'écoulent, ce sera 10 millions en 3 jours, et surtout, Apple est la société la mieux valorisée en bourse au monde. L'entreprise s'installe à cette première place en 2011 et ne la quitte plus. Ce sont les rois du monde. Sauf qu'en 2024, tout va basculer. L'entreprise perd sa place de numéro 1 par capitalisation pour aujourd'hui, en 2025, se retrouver à la 3e place. Apple souffre dans le monde entier. En Chine, l'entreprise qui était la marque de téléphone la plus vendue se retrouve détrônée par ses concurrents Vivo et Huawei. Aux États-Unis, ses parts de marché passent de 56 à 49% sur le deuxième trimestre 2025, alors que Samsung passe de 23 à 31%. Mais ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Petit à petit, même les grands défenseurs d'Apple commencent à les critiquer, voire à s'en détourner. Et le pire dans tout ça, c'est peut-être qu'il est déjà trop tard pour qu'Apple puisse y faire quelque chose. Mais alors, comment est-ce possible? Comment une marque au sommet pendant si longtemps peut-elle perdre de sa superbe aussi soudainement? Eh bien, en réalité, il est possible que les problèmes aient commencé bien avant qu'on ne s'en aperçoive. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on essaie de comprendre ce qui est en train d'arriver à l'une des plus grandes marques du monde. Apple célèbre ses 20 ans d'existence, mais l'heure n'est clairement pas à la fête. Years ago, Apple was synonymous with the home computer, but these days, the company is hurting, laying off workers and scaling back production. La marque va mal. Elle vient de perdre 2 milliards de dollars en 2 ans et aucun capitaine ne semble diriger le paquebot Apple. Steve Jobs, le cofondateur, a été démis de ses fonctions il y a bientôt 10 ans et les PDG s'enchaînent sans jamais vraiment réussir leur mission. Apple est à 2 doigts de se faire racheter et donc de disparaître en tant que marque à jamais. Pourtant, elle se bat encore. Et la décision est prise de racheter une petite entreprise en pleine expansion, Next, fondée par nul autre que Steve Jobs. Oui, Steve Jobs a cofondé Apple, s'est fait virer de sa propre boîte, a remonté une entreprise et s'est fait racheter cette entreprise par la première entreprise qu'il a fondée. Est-ce que vous suivez? Cet achat amène donc Steve à revenir au sein d'Apple et il se voit confier la mission de la sauver du naufrage. Steve accepte le job en tant que PDG intérimaire, faisant bien comprendre à Apple le rapport de force. Apple a besoin de Steve Jobs n'a pas besoin d'Apple. Malgré ça, il accepte la mission et prend plusieurs décisions, dont 2 sont cruciales. D'abord, il réduit drastiquement le nombre de gammes vendues par Apple et ensuite, il décide de reconstituer une équipe. Il recrute un certain Tim Cook en tant que responsable des opérations et confie le design produit à un jeune designer présent depuis 1992, Jony Ive. Jony se met donc au travail pour designer le prochain produit d'Apple, mais il se retrouve confronté à un problème. Certains designs qu'il imagine font augmenter les coûts de production, ce que lui font remarquer son équipe d'ingénieurs. Jony en parle donc à Steve, qui lui répond que ce n'est pas grave. Malgré la situation financière encore tendue d'Apple, la nouvelle ligne de conduite de Steve Jobs est claire. Le design passe avant tout. Steve passe ses journées avec Jony et les ingénieurs dans le laboratoire. Dès qu'il a une idée, il en discute avec Jony, qui la délivre si tous deux la jugent pertinente. Et après des mois de travail, naît l'iMac. This is iMac. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. Personne n'avait jamais sorti un ordinateur semblable à celui-là auparavant. C'est une révolution.
Et les ventes vont suivre. Plus de 800 000 modèles sont vendus en un an. L'iMac devient cette année-là l'ordinateur le plus vendu des États-Unis. Avec ce record vient également l'argent. L'entreprise devient de nouveau profitable. Et ce n'est que le début du retour flamboyant d'Apple, puisque dans les années à venir, ils sortent des produits qui façonnent la culture grand public. L'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et l'iPad en 2010. Mais tout ça ne serait pas possible sans un homme de l'ombre, Tim Cook. Il gère des aspects un peu ennuyeux de mon point de vue, mais indispensables. La production, la logistique, entre autres la gestion des stocks, les opérations financières et la distribution des produits Apple. Quand Steve et Johnny créent la magie des produits dans les studios de design de Cupertino, Tim Cook s'assure de réduire au maximum les coûts de production et d'assurer la meilleure gestion logistique possible. Ici donc pas de magie, de grandes idées et d'imagination, juste de la méthode, du pragmatisme et des processus. Et c'est ce trio, aux trois forces indispensables, qui font d'Apple l'une des marques, si ce n'est la marque, la plus puissante du monde durant plus d'une décennie. Malheureusement, le conte de fées va brutalement prendre fin. We are interrupting programming this evening because an American Edison has died. Steve Jobs. Apple is confirming that Steve Jobs has passed away. Twitter actually crashed. Le monde entier est touché par la mort de Steve Jobs, mais une question hante déjà tous les esprits. Que va devenir Apple ? 2 mois avant sa mort, Steve Jobs a donné le rôle de dirigeant à Tim Cook, mais celui-ci ne pensait sûrement pas se retrouver seul aux commandes de sitôt. Pourtant, maintenant, il va falloir assumer son rôle et faire vivre Apple, ne serait-ce qu'en l'honneur de Steve. Par ailleurs, celui-ci n'a donné qu'une seule indication à Tim, ne pas se demander ce que lui aurait fait, mais tracer son propre chemin. Les premières années vont être compliquées. Le monde entier, public et investisseurs, attend les prochaines innovations d'Apple et tous sont assez pessimistes sur le sujet. Pourtant, en 2014, Tim Cook prouve à la terre entière qu'elle a tort. This is my first product launch since being named CEO. I'm sure you didn't know that. Apple sort l'iPhone 6 et 6S, mais surtout Apple Pay, une révolution en termes de paiement. L'entreprise rachète la plus grosse marque de casque au monde, Beats, sa plus grosse acquisition, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et surtout, sort l'Apple Watch. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du succès que va rencontrer ce produit. L'Apple Watch s'écoule à des millions d'exemplaires et est même, selon certains classements, la montre la plus vendue au monde. Mais alors, tout va bien. L'entreprise a réussi l'exploit de survivre à la mort de son fondateur iconique, ce qui n'était pas gagné d'avance. Alors, quel est le problème ? Eh bien, justement, les problèmes commencent maintenant. Johnny Ive et Tim Cook ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Leur lien principal était Steve, et sans Steve, la relation entre les deux n'est pas vraiment au beau fixe. Et à partir de 2015, ça va empirer. Johnny Ive est épuisé. Il a eu beaucoup de travail ces dernières années, c'est lui le designer de l'Apple Watch, et en plus de tout ça, il a dû traverser le deuil de son ami et de son mentor, Steve Jobs. Tim Cook, quant à lui, a en plus du deuil une énorme responsabilité en tant que nouveau dirigeant de la plus grosse boîte du monde. Et rappelez-vous, Tim, c'est un stratège, c'est un financier. Il n'a pas la vision créative, il prend des décisions pragmatiques et financières. Les deux profils, sans Steve pour les lier, n'arrivent pas à se comprendre. Et à partir de 2014, Tim commence à écarter Johnny du cœur d'Apple. Il oriente les nominations du conseil d'administration vers des profils financiers et opérationnels, privant Johnny de soutien créatif. Johnny passe d'un homme extrêmement influent au sein d'Apple à presque un simple observateur. Ça marque le changement plus profond qu'instaure Tim Cook au sein d'Apple. Désormais, l'entreprise n'est plus design first, mais finance first. Comprenez bien qu'avant, l'équilibre était à la fois extrêmement solide et extrêmement précaire. Un artiste et un financier étaient liés par un génie qui savait allier les deux. Mais aujourd'hui, c'est le financier qui a remporté la bataille. Et sur le papier, ce n'est pas une mauvaise chose. Pendant des années, la stratégie de Tim Cook va être incroyable. En tout cas, sur le moyen terme, c'est incroyable. Sur le moyen terme.
Ok, le but de Tim Cook, il est simple, faire plus d'argent. Alors, petit tuto, comment on fait plus d'argent quand on est Apple? Évidemment, il y a plein d'étapes, mais on va simplifier et on va en garder 3. Étape numéro 1, on va commencer par essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà. En d'autres termes, il faut réduire les coûts de production et augmenter l'efficacité opérationnelle. La pointe émergée de l'iceberg de ces processus, qu'on a pu voir en tant que consommateur, c'est le développement de la puce faite par Apple dans les Mac M1, M2, etc. D'ailleurs, cette vidéo est écrite et montée sur un MacBook M2 Pro, que j'aime de tout mon cœur. Ça, c'est une manière de se rendre indépendant de fournisseurs comme Intel, mais aussi, à terme, de réduire les coûts. Cette étape, elle est assez facile pour Tim Cook, puisque c'est sa spécialité. C'était le poste qu'il occupait avant d'être chez Apple, et c'est ce qui a fait qu'il était si performant depuis son entrée chez Apple. Très bien, cette étape est réussie, il faut passer à l'étape 2. Diversifier les sources de revenus. Apple est très dépendant de l'iPhone. Et ça, c'est pas fou. Alors pour se diversifier, ils vont mettre le paquet sur les services. L'App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay, Apple TV et tout l'écosystème de services Apple. Et ce n'est pas un hasard. Faire du service, c'est beaucoup plus rentable en termes de marge que de vendre des produits. Cette stratégie paye, puisqu'en 2024, les services représentent plus de 20% du chiffre d'affaires de la marque. Apple a aussi essayé d'équilibrer un peu plus la partie hardware, notamment grâce à l'Apple Watch et aux produits audio comme les AirPods ou même les casques Beats. Alors aujourd'hui, l'iPhone est toujours le produit phare d'Apple. Il représente la moitié du chiffre d'affaires. Mais les autres pôles, notamment le service, sont assez solides. Très bien, mission donc réussie. Passons maintenant à l'étape 3, probablement la plus clivante mais aussi la plus importante, les investisseurs. Steve Jobs a toujours refusé de verser des dividendes aux actionnaires. En gros, de leur reverser une partie des bénéfices. Parce qu'il voulait que chaque dollar serve uniquement à financer l'innovation. Sauf que Tim Cook, c'est quelqu'un de très pragmatique financièrement. Et il n'a pas un créatif assez influent pour faire contrepoids. Par conséquent, non seulement il choisit de reverser des dividendes aux actionnaires, mais aussi de faire ce qu'on appelle un rachat d'actions. Sans rentrer dans les détails en très gros, il a mis des dizaines de milliards pour racheter des actions de sa propre entreprise, ce qui fait gonfler le prix de l'action et surtout fait gagner beaucoup d'argent aux actionnaires majoritaires. Voilà, avec ce tuto, Apple vaut beaucoup plus d'argent. Quand Steve Jobs est mort, la société avait une valorisation en bourse de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 3 milliards. Il a fait x10. On ne peut objectivement pas dire que c'est un échec ou que c'est mitigé. C'est une réussite. C'est même quelque part un exploit. Le problème, c'est que cette nouvelle direction et les choix qui en découlent ont des conséquences. Sur le court terme, sur le moyen terme, mais aussi sur le long terme. Et ce qui est en train d'arriver à Apple maintenant, c'est qu'il paye les conséquences long terme de la nouvelle direction du navire. Et c'est malheureusement assez négatif. La première conséquence a donné lieu à énormément de mèmes sur Internet. Les iPhones se ressemblent, tant dans leur design que dans leur fonctionnalité. L'artistique et le design n'occupent plus une place centrale au sein d'Apple depuis le retrait progressif de Johnny. Et sur le long terme, ça a une conséquence très concrète. Apple a perdu sa magie. Exemple typique de ça, son image de marque, autrefois extrêmement premium, c'est Rode. D'une marque que tout le monde trouvait chère mais dont personne ne questionnait vraiment les prix parce que c'est Apple, l'entreprise commence à être vue par tout le monde pour trop cher pour ce qu'elle est. Et beaucoup moins premium que surcoté. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais une des conséquences de la nouvelle direction d'Apple est sûrement encore plus grave que ça. C'est le manque d'investissement en recherche et développement. Pour qu'une société dans la tech reste compétitive, elle se doit sans cesse de se pencher sur les innovations qui feront les succès de demain. Et ça demande de l'argent. Toutes les entreprises le savent, y compris Apple. Cependant, Apple n'a pas priorisé la recherche et le développement. En 2024, elle est seulement en 4e position, très loin derrière le géant Amazon. Apple dépense 30 milliards par an en R&D. Certes, c'est énorme, mais c'est à mettre en comparaison avec les 110 milliards de dollars dépensés cette même année pour le rachat d'actions. Ce manque a une conséquence très palpable pour nous en tant que consommateurs. Apple
n'innove pas. Sa gamme de produits est vieillissante, le dernier produit marquant c'est l'Apple Watch en 2015 ou les AirPods en 2016. Il y a eu le Vision Pro, mais il n'a pas été adopté par le grand public. Et tout ça ne serait pas grave si derrière le monde ne connaissait pas de nouvelles innovations. Or, ce n'est pas le cas. Le monde connaît de nouvelles innovations, dont la principale est le développement de l'intelligence artificielle destinée au grand public, avec notamment ChatGPT. Là, le retard d'Apple de l'IA inquiète tout le monde, y compris leurs investisseurs. Apple n'arrive pas à sortir quelque chose de fort dans l'intelligence artificielle, pire, ils se retrouvent en procès parce qu'ils annoncent des fonctionnalités dont ils font la publicité, mais qu'ils ne sortent finalement pas. Apple is being sued for their failures when it comes to Apple Intelligence. Siri, qui existe depuis 2010, est infiniment moins intelligent que Gemini, sorti en 2023. Et en plus, il parle trop mal Siri, avec son ton condescendant là. Dis Siri. Il est fou lui. Et pire du pire encore, Apple possède peu de grandes infrastructures nécessaires au développement de son intelligence artificielle et elle se retrouve donc à devoir faire des partenariats avec des concurrents, genre OpenAI ou Google. Pour une entreprise qui a basé une grosse partie de sa culture, notamment interne, sur le secret, c'est un poil embêtant. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Presque 14 ans après la mort de Steve Jobs, après un règne quasi constant en tant que leader mondial de la tech, Apple se retrouve en difficulté. Et la question est sur toutes les lèvres, que va devenir Apple ? Nous sommes en 1996. À Cupertino, Apple célèbre ses 20 ans d'existence, mais l'heure n'est clairement pas à la fête. L'entreprise se porte tellement mal qu'elle est à deux doigts de se faire racheter par son concurrent. Malgré ça, elle sera sauvée des flammes. Alors, pourquoi pas maintenant ? Ce n'est pas la seule fois dans l'histoire d'Apple que l'entreprise se retrouve face à des difficultés de taille. Ce qui joue en sa faveur aujourd'hui, c'est l'immensité de ses ressources financières, la puissance de sa marque, qui permet d'attirer aussi bien clients que talents, et le respect qu'elle arrive encore à imposer. Mais rien n'est trop gros pour s'effondrer. Et l'histoire l'a déjà prouvé. La recherche d'argent n'est pas le problème, elle est absolument nécessaire. Il en dépend la survie même d'une entreprise. Mais à courir après les profits court terme, on rogne le futur et on se prive de beaucoup plus d'argent plus tard. Avant son décès, Steve Jobs avait minutieusement étudié la mort des fondateurs, de celle de Walt Disney, du cofondateur de Sony ou encore de celui de Polaroid. Il a placé sa confiance en Tim Cook pour qu'il réussisse à faire perdurer son entreprise, autrement dit une partie de lui, et qu'il le rende immortel. Apple a encore toutes les cartes en main, plus que n'importe quelle entreprise dans le monde, pour devenir l'icône d'une nouvelle génération et faire perdurer sa mémoire et celle de Steve. Mais elle a aussi les cartes en main pour progressivement devenir une marque banale. Évidemment, l'entreprise ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais il n'est pas exclu qu'elle s'érode petit à petit et qu'elle perde définitivement sa place de leader. Jusqu'ici, Apple est bien plus qu'une marque, c'est une légende. Et je lui souhaite sincèrement, malgré mon pessimisme sur le sujet, de ne pas se diriger vers la case des légendes parti trop tôt. So the people that can make the company more successful are sales and marketing people. And they end up running the companies. And the product people get driven out of the decision-making forums. And the companies forget what it means to make great products. Product genius that brought them to that monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. And they really have no feeling in their hearts, usually, about wanting to really help the customers.